Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans l'ébranlement des valeurs absolues et universelles en Europe occidentale. Présence et force des croyances modestes. Chapitre 1er. Relativisation des vérités universelles et affirmation des croyances relatives. Dans tous les domaines, économiques, géopolitiques, culturels, nous percevons une accélération des transformations de l'humanité avec la crainte plus ou moins claire que la suprématie de notre monde occidental y soit remise en cause. On ne développera pas ici les diverses dimensions scientifiques, techniques, économiques, sociales, écologiques, militaires, de cette nouvelle étape de la cosmopolitisation. En elle se jouent des transformations considérables, qui méritent des débats spécifiques sur les concurrences, les intérêts et les dangers pour telle ou telle catégorie sociale, telle nation ou groupe de nations, avec les conflits, les stratégies de conquête ou de défense et les essais de régulation qui les structurent. On se limitera aux répercussions de ce brassage sur les systèmes de valeurs, dont la diversité dans l'humanité nous apparaît mieux à travers la multiplication des relations. Certes, les évolutions constatées dans ce champ culturel ne sont pas sans lien avec celles des autres facteurs, dans un jeu d'influence réciproque, ou même d'instrumentation de la défense des valeurs au service d'autres intérêts. Il importe donc d'y être attentif. Mais ce domaine des valeurs a aussi sa spécificité, et c'est d'elle dont il sera d'abord question. Plus modestement, l'angle de vue sera restreint à celui d'où nous percevons cette transformation du monde. L'ébranlement des valeurs fondamentales, ressenti dans notre monde occidental, à travers la prise de conscience de la consistance et de la résistance des autres cultures et croyances. Tout le monde ressent plus ou moins dans nos pays occidentaux la remise en cause des principes qui paraissaient immuables. En France, on rattache souvent cet ébranlement à mai 68, et dans le monde catholique au Concile Vatican II, oubliant parfois que ce mouvement porté par la jeunesse étudiante s'est produit un peu partout au cours des mêmes années à travers le monde développé, USA, Japon, Allemagne fédérale, et même à l'Est au cours du printemps de Prague, dans des contextes culturels marqués par des religions ou des courants de pensée différents. Surtout, il faut situer ces événements dans un cadre plus large, de profonds changements techniques, économiques, les 30 glorieuses, marqués par un très large accès à des modes de consommation nouveaux et sociaux. Ils ont entraîné, pour une grande part de la population, des déracinements par rapport au milieu et à la famille d'origine, nouveaux métiers, urbanisation, et le renforcement de l'indépendance critique, extension de la scolarisation secondaire et supérieure, des moyens d'information, des individus qui trouvaient maintenant la protection des risques de la vie, maladie, vieillesse, chômage alors presque inexistant, dans la sécurité sociale, plus que dans les liens familiaux. Il faut rappeler également que ces changements ont été vécus comme des progrès par une grande partie de ceux qui voyaient leur vie quotidienne améliorée, et que les remises en cause de certains des principes qui paraissaient jusque-là indiscutables, à une grande majorité de la société furent perçus comme une libération, d'abord par des minorités contestatrices, puis par des parties de plus en plus grandes de nos sociétés. Cette transformation technique, économique et sociétale s'est poursuivie et même amplifiée depuis, mais les contradictions sociales, écologiques et même les limites intrinsèques de la compréhension scientifique sont devenues plus communément perceptibles dans notre monde développé, ce qui a renforcé les interrogations de l'intérieur sur notre modèle de société. D'autre part, la maîtrise de l'Occident sur le développement du monde a rencontré des résistances croissantes. Certes, surtout depuis l'effondrement de l'URSS, jamais la suprématie militaire américaine n'a été aussi grande, mais déjà mise en échec par la résistance d'un petit pays, le Vietnam, et la contestation d'une partie de la jeunesse américaine avec le slogan « Faites l'amour, pas la guerre », elle n'a pu empêcher les nouvelles formes du terrorisme médiatisé jusqu'au cœur des États-Unis, et la riposte massive de ces armées semble s'essouffler. De même, la formidable transformation économique de l'Occident s'est poursuivie et a même triomphé de son modèle en partie concurrent, après l'échec patent de l'économie soviétique. Mais l'entente des pays producteurs de pétrole à partir de 1973, et les chocs pétroliers qu'ils ont entraînés dans nos économies, ont été les premiers signes largement perçus de nos dépendances réciproques jusqu'aux répercussions sur nos industries et maintenant nos services, de la montée rapide de nouvelles puissances économiques, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Découverte douloureuse de l'interdépendance économique,
du partage de risques globaux, dégradation de l'environnement, terrorisme, que nous ne pouvons plus maîtriser seuls, mais aussi dans ces échanges inévitables, imposition de la consistance et de la résistance d'autres sociétés, d'autres modes de vie, d'autres civilisations du monde. Car l'Occident a été habité par un rêve d'uniformisation du monde à son image, par la domination des peuples inférieurs. On s'est même interrogé sur leur caractère humain ou rationnel, grâce à la supériorité de notre technique et de notre raison. Grandes expéditions d'exploration du monde, avec de nouveaux outils pour la navigation et en recherche de nouvelles voies commerciales, avec notre expansion coloniale et notre mission civilisatrice, puis notre aide au développement économique et technique selon nos critères, devant convertir progressivement les pays sous-développés, arriérés du tiers-monde, le second étant le monde communiste, maintenant hors jeu, à notre mode de vie et à notre modèle de société libre et démocratique. Or, si nombre de ces pays sont entrés dans le même univers technique et scientifique que nous, et dans un dynamisme économique qui nous semble maintenant menaçant, et s'ils ont adopté certains des modes de vie et de pensée liés à la diffusion de ces techniques et de ces nouvelles ressources, leur conception de la vie, leurs civilisations non seulement n'ont pas disparu ou n'ont pas été réduites à un vague folklore pour distraire nos touristes, mais elles semblent faire preuve d'une nouvelle vitalité dans le concert des nations. Le réveil de l'islam est peut-être le plus spectaculaire, parce qu'il a directement contesté la domination de l'Occident avec la révolution iranienne d'abord, puis avec l'apparition d'un terrorisme visant à faire triompher la charia contre notre civilisation matérialiste et décadente, mais aussi le plus proche par la cohabitation dans nos pays avec des musulmans, dont nous pouvons voir la force de la foi et le renouveau des pratiques identitaires, le jeûne du Ramadan, le port du voile, même dans les populations instruites et utilisatrices des techniques les plus modernes, ici et dans le reste du monde musulman. Mais des constatations semblables pourraient être faites concernant l'hindouisme en Inde, le bouddhisme dans différents pays asiatiques, le culte des ancêtres et les traditions confucéennes en Chine. À leur manière, avec des évolutions comme nous en connaissons nous-mêmes, ces traditions sont vivantes, porteuses d'un idéal de vie et d'un type de relation sociale. Ainsi, au moment où des difficultés internes nous conduisent à douter de notre modèle de société, et où notre hégémonie est menacée à l'extérieur, nous sommes obligés aussi de prendre au sérieux d'autres manières de vivre, y compris pour négocier de simples contrats commerciaux, en respectant, ou au moins en tolérant parfois avec encore un peu de condescendance, des conceptions de la vie humaine et du monde qui se révèlent force d'engagement et de sagesse alors que nous les pensions dépassées par notre modèle de société et nos principes indiscutables, incontestables, à vocation universelle. La cosmopolitisation qui s'impose à nous, dans ce changement des rapports d'interdépendance, n'est pas seulement de nature purement économique, scientifique ou technique. Ce sont des manières de consommer, de manger, de s'habiller, de communiquer, de faire de la musique, de croire, la progression de la croyance en la réincarnation chez les jeunes par exemple, qui circulent par les moyens de communication qui s'implantent chez nous avec ces étrangers, qui ont parfois le culot de garder certaines de leurs coutumes, contaminant des Européens de souche, à commencer par les jeunes, sans parler des métissages physiques et ou culturels. À travers tout cela, avec crainte, méfiance ou sympathie, nous ne pouvons plus ignorer l'existence et la force d'autres visions de la vie et du monde, d'autres principes d'action et de pensée. Les autres manières d'être homme s'imposent à notre regard dans leur actualité, alors que nous les tolérions au plus comme des résidus d'un passé en voie de disparition devant notre modernité, avec laquelle, même si nous réussissons à nous en protéger ici, il va falloir cohabiter dans le monde, notre manière de vivre, de faire société, de penser. Nos valeurs et nos principes, s'ils demeurent plus ou moins adaptés comme une particularité, sont ébranlés dans leur prétention à l'absolu, à l'universalité. Les différences ne se trouvent pas tant dans le détail des valeurs, dont on découvre aisément qu'un certain nombre sont proches des nôtres. Entre la plupart des autres civilisations et celle de notre modernité occidentale, la distinction porte plutôt sur la structure d'ensemble, la référence au fondement. Ces civilisations se présentent comme des traditions collectives spirituelles et ou religieuses, se référant à l'expérience passée, au message d'un homme qui a été plus sage que d'autres ou le sujet d'une révélation, d'une illumination, à travers une histoire, dans des lieux vénérés ou sacrés. Notre modernité s'est construite sur la distance envers l'emprise d'un pouvoir religieux.
par des mouvements de réforme religieuse, par des oppositions politiques, à travers une séparation difficile entre la République et l'Église catholique en France, plus pacifique aux États-Unis, avec une référence à Dieu dans la Déclaration des droits de l'homme, ou avec d'autres arrangements assurant la suprématie du politique sur des religions d'État en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe. Mais le point commun est une fondation sur des principes de libre pensée des individus et des décisions collectives reposant sur la volonté des citoyens par voie démocratique. Ces principes ne se réfèrent pas à un fondateur, comme la sagesse chinoise à Confucius par exemple. Même si des intellectuels Rousseau, Voltaire, ou des hommes politiques et des événements, la Révolution de 1789, ont des rôles reconnus, honorés dans un panthéon célébré, dans des anniversaires, ils n'en sont pas le fondement. Dans notre conscience moderne d'Européens, ces principes ne sont que la traduction d'une nature humaine raisonnable, que chaque individu possède également. Il peut y avoir des différences de sagesse ou de religion particulière, mais le fondement commun de la société est non la référence à l'une ou l'autre, mais la tolérance envers toutes. Si l'on doit respecter les croyances et leurs références, elles sont particulières, et aucun personnage, pas plus Jésus, le pape, que Mahomet, n'est sacré pour la communauté politique. Ce qui est sacré, c'est un principe, la liberté de penser. L'affaire des caricatures danoises du prophète, quand elles circulent d'une civilisation à l'autre, au-delà des exploitations politiques et médiatiques, s'enracine dans cette différence. Une société ne perçoit pas que c'est une attaque du fondement de l'autre, l'autre ne comprend pas que cette liberté puisse être un principe de société fondamental. La différence dans l'issue de ce conflit avec ce qui se serait passé il y a 50 ans, on ne se serait peut-être même pas aperçu qu'il y avait des réactions, c'est que cela a coûté économiquement cher au Danemark, et qu'on a dû chercher à calmer le jeu, même si on jugeait ces réactions exagérées, voire incompréhensibles. L'avancée amorcée ici pourrait être de notre côté de mieux comprendre dans la ligne de notre tolérance proclamée comment on peut être aussi moderne et aussi raisonnable que nous dans une civilisation qui se vit comme fondée sur une tradition, sur le message religieux d'un homme, en redécouvrant aussi la part de croyance et de tradition particulière derrière notre affirmation de principes rationnels et universels, et de l'autre côté espoir que se développe la tolérance envers les autres religions et conceptions de la vie, ainsi que l'interrogation de leurs références fondamentales avec les instruments de la raison humaine, qui sont maintenant des marques dominantes de notre civilisation européenne, mais qui font aussi partie de la tradition historique de l'islam par exemple. Dans l'ébranlement ressenti par tous, fondamentalisme, relativisme absolu, culture en dialogue. Si tout le monde ressent plus ou moins cet ébranlement des valeurs fondamentales, qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde, les manières de le vivre sont diverses, mélangeant parfois à l'intérieur des mêmes personnes sentiments de libération et nostalgie ou regret. On peut tracer 3 axes autour desquels elles se structurent et s'opposent, et parfois se succèdent ou se juxtaposent dans les itinéraires personnels. 1. Il n'y a qu'une juste manière de concevoir l'homme et la société. Elle doit donc s'imposer à tous dans la découverte de leur véritable humanité, par la persuasion, éventuellement par la force. Le premier axe se caractérise par une réaction de dénégation de la profondeur ou de la validité des différences. Elle se traduit par un refus, car la nouveauté c'est bien qu'on perçoit le climat de contestation de tout questionnement sur le caractère universel d'un certain nombre de nos principes indiscutables, quitte à en réduire le nombre par rapport aux générations précédentes, que cette relativisation se fasse de l'intérieur, en particulier par les sciences humaines qui largement vulgarisées posent la question du lien des croyances avec la psychologie individuelle et ou les conditions sociales, ou de l'extérieur, émergence des autres cultures. L'expression la plus repérable est celle qu'on nomme aujourd'hui le fondamentalisme. Ce terme est d'abord employé pour désigner des mouvements religieux, qui connaissent un nouveau développement dans les 3 religions du livre, précisément à partir des années 70. Il ne s'agit pas de subsistance du passé dans des milieux attardés. Gilles Kepel, par exemple, a souligné qu'il se développait dans le monde occidental, dans des milieux marqués par une culture scientifique et technique, mais qui, pour différentes raisons, sont en désarroi devant l'évolution globale de leur société. C'est maintenant une attitude défensive, une réaction contre l'ébranlement, dont ils perçoivent également la force du caractère absolu de nos valeurs.
contre ce qui leur apparaît comme la négation de toute vérité et l'impossibilité de toute vie sociale commune. Ils luttent pour maintenir ou retrouver la croyance qu'il y a des fondements indiscutables, accessibles à tout homme et s'imposant à tous. D'une certaine manière, c'est la même affirmation que celle qui était partagée par presque tous dans les sociétés traditionnelles, où la tradition s'impose, perçue comme un ordre naturel immuable, avec la loi divine ou celle des ancêtres, réputée intouchable. Mais le changement de contexte entraîne un déplacement de la prédication et du témoignage. Les sages d'Israël, Jésus ou Mahomet ne prêchaient pas pour défendre l'existence de Dieu comme fondement absolu, mais se situant dans cette évidence commune, appelaient à les suivre dans des choix spécifiques de fidélité. Ce qui était une vision commune du monde devient une croyance particulière, demandant un engagement personnel. Cette attitude se situe dans la valorisation moderne du choix personnel, mais sur une position qui est maintenant réactionnaire, sur la défensive par rapport à la remise en cause culturellement dominante, et sectaire, séparée de la dominante sociale actuelle qui ne partage plus cette conception du monde, réserve de témoins d'un autre temps. 6. Ces fondamentalismes religieux veulent être aussi fondements de la société. D'où leur articulation assez habituelle avec des mouvements politiques, comme on peut le voir dans des mouvements islamistes, juifs orthodoxes en Israël, ou de la coalition chrétienne aux États-Unis. Cette réaction fondamentaliste s'est d'abord manifestée dans le champ des religions, puisque c'est la fonction de l'absolu divin qui a été la première contestée dans notre histoire occidentale. Mais après la remise en cause plus récente des nouveaux absolus, la raison, la science, les lois de la nature ou de l'économie, en tant que justification indiscutable de choix moraux ou sociaux, maintenant discutés, des réactions comparables se retrouvent dans d'autres courants de pensée, défendant les capacités de la raison humaine à atteindre des vérités absolues concernant la vision globale du monde, à lire une loi naturelle, immuable, le plus souvent en ignorant plus qu'en discutant les réflexions rationnelles des philosophies et des sciences humaines des 19e et 20e siècles, sur l'historicité de l'exercice de la raison et la relativité de la connaissance humaine. 9. Enfin, l'universalisme de nos principes de vie en société peut se développer sans référence explicite à des fondements absolus, mais comme la perception d'une marche inéluctable de l'humanité actuelle vers un seul type de société. C'était, précisément après l'ébranlement de la dernière grande religion séculière que fut le communisme soviétique, la thèse de Francis Fukuyama dans La fin de l'histoire 1989, après l'effondrement de l'Empire soviétique, symbolisé par la chute du mur de Berlin, le capitalisme démocratique à l'occidental apparaît comme la seule vraie vision de la modernité, et elle ne peut que se répandre dans le monde entier. On retrouve un écho de cette thèse chez les néoconservateurs américains, pour justifier l'intervention des États-Unis dans le Golfe Persique. Sans pour autant partir en guerre pour cela. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.